Alors on va voir maintenant une notion qui vient initialement plutôt de la mécanique des fluides, mais qui finalement arrose la totalité de la physique. Une notion très importante, c'est la notion de flux. La notion de flux, elle est liée en réalité à la notion de débit, et donc on va commencer par ça. On va commencer par essayer de calculer le débit d'un tuyau. Alors voici notre tuyau. On va supposer que la vitesse dans ce tuyau est homogène. C'est ce qu'on a ici. Donc une vitesse homogène, symbolisée par un vecteur, qui est le même absolument dans tout le tuyau. On va noter, donc cette vitesse, on la note V. On a une section du tuyau, ici. Et cette section, on la note S, de façon hyper originale. Maintenant, on peut se demander, en un temps delta t, quel volume d'eau arrive à passer à travers la surface S. Alors ça, c'est pas très difficile, parce que comme on sait que l'eau avance à vitesse v, au bout d'un temps delta t, elle aura parcouru la distance v delta t. Donc si je prends toute l'eau qui est contenue dans ce cylindre de hauteur, de base S et de hauteur v delta t, ça c'est l'eau qui pendant le temps delta t va se retrouver à passer à travers la surface S. Ce raisonnement-là, donc, me permet de trouver le débit. Le débit, c'est tout simplement le volume qui a réussi à traverser la surface S pendant le temps dt, divisé par delta t, le temps que je considère. Et ce volume, c'est le volume du cylindre, donc c'est V delta t fois S sur delta t. On simplifie et on trouve que c'est simplement la vitesse fois S. Et ça, on peut le vérifier, comme la vitesse c'est en mètres par seconde et la surface c'est en mètres carrés, ça fait bien des mètres cubes, seconde moins 1, c'est donc bien un débit, ça peut aussi s'exprimer en litres par seconde. Bien, donc on a ici la formule du débit. Alors maintenant on va faire quelque chose d'un petit peu bizarre, on va considérer une section de notre tuyau, toujours avec une vitesse uniforme, mais cette section, qu'on note S', elle est penchée par rapport à la surface S, qui est la section ici du tuyau qu'on considérait initialement. Et le problème, c'est qu'a priori, S' est strictement supérieur à S, ça se voit, puisque c'est la section du même tuyau, mais coupée donc différemment, penchée. Donc elle est plus grande. On peut même essayer de le quantifier. A priori, si on dit qu'on a penché le plan qui coupe le tuyau d'un angle alpha, eh bien tout simplement, si on reprojetait S' sur le plan perpendiculaire au tuyau, c'est-à-dire si on lui appliquait indifféremment un facteur alpha, on retrouverait S. Autrement dit, S égale S' cos alpha. Mais donc, le problème de ça, c'est que si on applique juste bêtement notre formule, et qu'on fait S' fois V, le problème c'est qu'on trouve une valeur qui est différente de notre débit précédent, qui était égal à S fois V, puisque S' est strictement plus grande que S. Et ça veut dire que on a un problème dans notre formule, parce qu'on est convaincu que s'il passe un certain nombre de litres par seconde à travers la section S, il passe le même nombre de litres par seconde à travers S', donc c'est juste que la formule n'est pas la bonne. Alors on va introduire ici un vecteur unitaire que je vais noter n. Donc n, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire à la surface S'. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir sur la vitesse, que je représente ici, et sur la façon dont l'eau traverse la surface. L'idée, c'est simplement, si on avait, admettons que ce soit simplement possible, si on avait une vitesse qui, au niveau de la surface S', était purement tangente à la surface. Évidemment, si la vitesse est tangente, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau qui traverse la surface, si elle est tangente partout. Et donc, ça veut dire que le débit est nul. Donc, forcément, le problème d'estimer le débit en faisant S'(V), c'est qu'on prend en compte les deux composantes de la vitesse, celle qui est tangente à la surface et celle qui est perpendiculaire à la surface.
Dans le cas précédent, finalement, il n'y avait que des composantes perpendiculaires à la surface. Donc ça, c'est la composante de V qui est perpendiculaire à la surface. Alors, comment est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'il faut faire pour rétablir les choses? Eh bien, tout simplement, on pourrait se dire, on va projeter la vitesse V, que j'ai très mal dessiné, oui, mais si, je vous promets, c'est V. On va la projeter sur N pour éliminer la composante qui est parallèle à la surface. Donc on va dire, eh bien, le débit, c'est simplement V projeté sur la direction perpendiculaire à la vitesse, donc V scalaire N, c'est l'avantage des vecteurs unitaires, multiplié par S'. Vérifions que ça fonctionne. Si on fait ça, en réalité, comme l'angle alpha qu'il y avait entre S et S', en réalité, on va le retrouver ici. V scalaire N, c'est V fois cos alpha fois S'. Or, on a vu que S, c'est S' cos alpha. Ça, c'est S. Donc, voilà, c'est V fois S. OK. Donc, on est sûr que notre débit calculé comme ça, c'est bien le débit qu'on avait calculé précédemment. Alors, comment... Donc, on va considérer maintenant, à partir de maintenant, que la bonne formule pour le débit, la formule généralisée, finalement, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on va faire si jamais V n'est pas uniforme? Dans ce cas-là, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas considérer de cylindre contenant toute l'eau qui va traverser la section du tuyau. Donc si V n'est pas uniforme, ce qu'on va faire, on va utiliser une astuce, c'est un peu toujours la même, c'est qu'on va diviser le problème en tout petits problèmes infinitésimaux. Donc on va considérer des petites surfaces ds, et puis elles sont suffisamment petites, et c'est ça l'idée, pour qu'à leur échelle, on puisse considérer que le champ V, le champ de vitesse, est uniforme. Et on définit évidemment un vecteur n unitaire qui correspond à chaque surface infinitésimale. Et donc, dans ce cas-là, le débit, c'est la somme des débits élémentaires, des débits infinitésimaux. Alors, si on a une surface ds, le débit, ça va simplement être V scalaire n ds, ça c'est le débit juste à travers cette surface élémentaire. Il faut toutes les sommer, mais ici c'est bien une intégrale double. Et quand on fait ça, eh bien, on va sommer sur toutes les surfaces infinitésimales, on va forcément trouver le débit complet, le débit total. Donc ça, c'est la formule la plus générale. Évidemment, si jamais V est homogène, on peut tout simplement écrire que V scalaire n, c'est une constante et on peut le sortir de l'intégrale. Et il va bien nous rester l'intégrale de ds, et ça fait S. Donc on aura V scalaire n fois S, c'est-à-dire exactement ce qu'on avait au-dessus dans le cas homogène. Bien, maintenant qu'on a ça, on va voir à quel point ce phénomène peut traverser toute la physique. On va notamment se replacer un petit peu dans le cadre du cours d'électrostatique, où on a là aussi un champ, mais il ne s'agit pas d'un champ de vitesse, mais simplement le champ électrique. Dans ce cas-là, évidemment, on pourrait imaginer un peu, c'est un peu ce qu'il faut faire, et c'est un peu ce qui s'est fait à une époque, imaginer finalement que ce champ électrique, présent dans tout l'espace, représente un champ, c'est comme un champ de vitesse finalement, on a donc une sorte de flux, ça décrit une sorte de flux. Alors, on peut calculer le débit de ce flot à travers une surface. Et quand on fait ça, on va juste calquer ça sur l'expression qu'on a obtenue avant pour le débit. C'est E scalaire n, où n c'est la normale à la surface élémentaire, infinitésimale, fois ds. Évidemment, on ne peut pas dire que ça c'est un débit. C'est pas un débit parce que c'est pas du tout en litres par seconde. C'est en unité un peu bizarre à vrai dire. Et ce qu'on va dire, on va appeler ça plutôt un flux. C'est une sorte de généralisation du débit à un champ quelconque. On va dire que c'est le flux de E à travers la surface. Alors, mettons que ce soit la surface S ici. Et donc, ce flux, très souvent, on l'appelle phi.
Alors, phi, c'est pas réservé du tout, enfin le calcul de flux, au champ électrique. On le fait aussi pour d'autres champs, le champ magnétique. On va voir après, même pour l'énergie lumineuse, on peut faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler globalement le flux d'un champ, ici du champ E. Et on peut l'appliquer à du moment qu'on a un champ. Et ça arrive vite, hein. On peut l'appliquer au champ gravitationnel, on peut l'appliquer juste dès qu'on a un champ, c'est-à-dire un vecteur en tout point de l'espace, alors on peut définir un flux à travers n'importe quelle surface. Alors quelque part, maintenant qu'on a écrit ça, on n'a pas écrit grand-chose, mais simplement, il faut se souvenir que quand on voudra faire le calcul, il faudra trouver l'expression de E scalaire n en fonction des variables du problème, et ds, il faudra l'exprimer. Alors, des exemples, des dx, dy, ou des dr, r, dθ, ou des... Voilà, bon, ça c'est des éléments de surface infinitésimaux, c'est une intégrale double, une intégrale surfacique standard, et voilà, et donc il suffira de calculer E scalaire n. Alors on utilise souvent une autre notation quand on est en physique, en partie parce qu'on a juste une grosse flemme, en partie parce que finalement n et ds ils sont liés entre eux. Dans cette expression, on a l'impression que quand on fait le E scalaire n, que c'est, enfin, parce que c'est vrai, en fait c'est E scalaire n qu'on intègre, mais on a l'impression que n et ds ils sont séparés, qu'ils n'ont pas grand chose à voir. Or, n il va changer suivant ds. Surtout si on n'a pas une surface qui est plane. A priori, la normale, elle peut changer. Et donc, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on écrit juste, on définit un vecteur ds qui est égal, en fait, à n fois ds. Et donc, on va écrire un flux comme ça, on va dire que c'est une intégrale double de E scalaire ds vecteur. Donc ça, c'est juste une notation. En réalité, quand on écrit ça, il faut revenir à la notation précédente pour bien faire apparaître le ds et le scalaire n, calculer E scalaire n d'un côté, et puis remplacer ds par son expression de surface infinitésimale pour pouvoir, en réalité, commencer à faire les calculs et intégrer sur les variables qu'on a choisies. Je vous ai dit que la notion de flux, ça ne s'arrêtait pas à la mécanique des fluides. On va voir un peu ce qu'il en est quand on parle de flux lumineux, de flux de lumière. On peut définir un vecteur ici, qu'on peut noter pi, il donne en fait comment l'énergie lumineuse est transportée, et ce vecteur c'est simplement l'intensité de l'énergie lumineuse en un point, multiplié par la direction, un vecteur unitaire, qu'on va noter U, de façon hyper originale aussi, qui va nous indiquer dans quelle direction se propage la lumière. Et on va regarder ce qui se passe dans le cadre des saisons. Et notamment, on va comparer la douceur relative du climat de Clermont-Ferrand à la rigueur relative aussi, mais quand même, ça pèle, qu'on obtient à Saint-Pétersbourg. Alors, pourquoi l'été, pourquoi l'hiver? Toutes ces questions folles qui nous traversent la tête. Alors, pour y répondre, une seule réponse, le flux. Maintenant, on va considérer effectivement des surfaces. On va considérer des surfaces, c'est les mêmes. Alors en valeur, c'est les mêmes. Hein. C'est une surface qui contient Saint-Pétersbourg et une surface qui contient Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui distingue les deux? A priori, rien, au sens où les surfaces étant égales, on pourrait s'attendre à ce qu'elles reçoivent autant de soleil. Surtout qu'a priori, le flux lumineux venu du soleil, alors ok, le soleil il est très très loin par là-bas, là, il est parfaitement uniforme, homogène, tout ça. Donc, a priori, des surfaces identiques, un flux uniforme, on pourrait s'attendre au même ensoleillement. Mais on s'en doute un peu, c'est pas aussi simple que ça. On a ici défini des normales sortantes, enfin des normales, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le flux que reçoivent chacune des deux villes. Alors ici, l'expression générale du flux, si on considère, alors ici on a évidemment un vecteur pi qui est uniforme, ce qu'on veut calculer c'est le flux de pi, c'est-à-dire l'énergie totale reçue par la surface. Alors si on dit que pi c'est à peu près homogène, et que ds donc c'est n
fois ds, on se retrouve à écrire que c'est pi scalaire n fois s, la surface en question, parce qu'elle est quand même relativement petite et donc à son échelle c'est homogène. Eh bien, si on fait ça, on voit bien que comme le vecteur n, il est quasiment perpendiculaire en hiver au vecteur pi, et bien pi scalaire n à Saint-Pétersbourg, pi scalaire n c'est à peu près nul. On voit bien d'ailleurs que, bon, ici, ça ce que je dessine c'est le cercle polaire, c'est-à-dire le cercle au-delà duquel il n'y a juste plus de lumière qui arrive, tout est bloqué par la Terre, c'est-à-dire qu'il faudrait que la lumière redescende pour aller vers le pôle. Donc ça, c'est le cercle polaire, et en plein hiver, ça, ici, c'est la nuit complète. Voilà, et Saint-Pétersbourg est pas très loin de ce cercle polaire. Donc il est particulièrement orienté quasiment, le sol est quasiment parallèle au vecteur pi. Donc au final, le produit scalaire, ça donne à peu près pas grand-chose, et on a très froid à Saint-Pétersbourg en hiver. C'est moins le cas à Clermont-Ferrand, parce que du coup, l'angle alpha entre le vecteur u et le vecteur n, l'angle alpha, il est plus grand. Et comme il est... il est plus grand. Il est plus petit, pardon, il est plus petit. Et comme il est plus petit, eh bien cos alpha est plus grand, justement, et donc le cos alpha va tendre vers 1 si jamais on va plutôt par là, si on cherche l'endroit où le soleil est au zénith. Voilà. Et donc, eh bien, juste à cause de ce cos alpha qui est plus grand à Clermont-Ferrand qu'à Saint-Pétersbourg, on se pèle nettement moins à Clermont-Ferrand, même s'il y a quand même de la neige de temps en temps. Alors ça, c'est en hiver, on voit que les rayons arrivent de façon très rasante à Saint-Pétersbourg. Ça, de toute façon, globalement, c'est la nuit. Mais on peut regarder ce qui se passe en été. Alors en été, comme l'axe de rotation de la Terre ne varie pas, on est juste de l'autre côté du Soleil. Et maintenant, ceux qui sont en hiver, c'est ceux qui sont vraiment très rasants par rapport au Soleil, donc c'est l'hémisphère sud. Et là, on voit que Clermont-Ferrand est quasiment, en réalité, le vecteur n, il est quasiment collinéaire au vecteur pi. Et le vecteur à la violet n de Saint-Pétersbourg est quand même nettement moins perpendiculaire au vecteur pi, et donc le produit scalaire est plus grand et ça se passe mieux. Saint-Pétersbourg reçoit plus d'énergie que c'était le cas en hiver. Alors je vais commencer avec un premier exemple. Comme la plupart de mes premiers exemples, je vais le prendre en coordonnées cartésiennes. Et mon champ E, en coordonnées cartésiennes, il s'écrit, accrochez-vous, YZ, XZ et XY. Voilà. Donc, ce champ-là, en fait, il dérive d'un potentiel moins X, Y, Z. Mais bon, vous pourrez le vérifier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait calculer le flux du champ E en X égale 1. Enfin, plus exactement, à travers cette surface-là, qui a pour côté 1 là et pour hauteur 1. Bien. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut écrire ce que c'est le flux de E. C'est une intégrale double, a priori, de E scalaire n ds. Alors, on n'est pas très explicite ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà exprimer n. Ici, n, c'est la normale à la surface, on choisit de la prendre dans ce sens-là. N en réalité c'est UX, puisque la surface qu'on a, elle est ici perpendiculaire à l'axe OX. La saucisse. Et donc, on se retrouve avec N égale UX. Alors, ça simplifie largement notre affaire, parce que maintenant le E scalaire N, c'est simplement la composante de E suivant X, et c'est YZ, pardon. Alors maintenant, l'élément de surface, pour se repérer sur cette surface, on est à X fixé,
il faut modifier y et z. Donc comme on est en coordonnées cartésiennes, ici on a du dy, dz. Alors, à partir du moment où on a spécifié sur quelle variable on intégrait, il faut donner les bornes. On intègre de 0 à 1 et de 0 à 1 également. Ça y est, on est prêt. On peut en fait séparer cette intégrale en deux. C'est l'intégrale de y dy de 0 à 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de z dz. Alors ça, une primitive de y, c'est un demi de y2 entre 0 et 1. Et ça fait un demi. Et on a la même chose, un demi de z2 entre 0 et 1. Et ça fait aussi un demi. Ok, ben ça y est, on a fini notre calcul. Le flux du champ électrique à travers cette surface vaut 1/4. Alors ce premier exemple permettait d'illustrer un peu comment ça se passait pour faire le calcul, mais évidemment, très souvent, on ne va pas prendre des coordonnées cartésiennes, on va plutôt utiliser des coordonnées sphériques ou cylindriques suivant notre géométrie. Et on va faire ça exactement dans le cadre de l'exemple le plus fondamental qui soit, c'est-à-dire celui de la charge ponctuelle. Alors, on va se placer en coordonnées sphériques et on va placer notre charge Q au centre de notre repère. Évidemment, on va maintenant considérer une surface pour intégrer une surface sur laquelle on va intégrer pour calculer le flux. Il s'agit d'une surface fermée. Voilà, on voit une belle sphère. C'est une sphère de rayon grand R. Alors, il y a une sorte de mode chez les physiciens. Ils sont d'habitude exceptionnellement flemmards, mais là, quand on a une intégrale double sur une surface qui est fermée, eh bien, on va noter ça en faisant un joli rond supplémentaire sur les deux intégrales pour dire attention, cette surface est fermée. Et ben c'est parti, on va calculer le flux de E à travers la surface. Alors, il se trouve que on a quand même une chose ici dont il faut qu'on parle, c'est le sens de n. En réalité, on pourrait considérer tout à fait un vecteur unitaire perpendiculaire à la surface qui soit dans l'autre sens, dans l'autre direction, qui pointe vers l'intérieur de la sphère. On ne le fait pas, certes, mais surtout, qu'est-ce que ça signifie d'avoir choisi plutôt celui qui pointe vers l'extérieur plutôt que celui qui pointe vers l'intérieur? C'est simplement que n indique dans quelle direction on compte le flux positivement. Parce que avec un vecteur n comme ça sortant, c'est quand le champ électrique est justement sortant que le produit scalaire va être positif. Et du coup, eh bien, ça va compter comme un flux positif. Donc vraiment, c'est ça l'idée. Le vecteur n indique dans la direction dans laquelle le champ va être considéré comme apportant un flux positif. Maintenant, eh bien, on va expliciter les trois éléments qu'on a là, à la fois le champ E. Hop. On continue à mettre notre petit rond. Le champ E, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. Alors, dans tous les cas, pour tous les points de cette sphère, eh bien, évidemment, on est à une distance grand R. Donc ça fait 4pi epsilon 0 grand R au carré et UR. Ça, c'est le champ au point M, typiquement. Alors, je vais faire un point M, il est là. Et donc, le champ au point M, il est a priori comme ça. Et donc, il est porté par UR. Et puis, on va expliciter ce que c'est N. Et bien, justement, il se trouve que au point M, le vecteur unitaire
qui est perpendiculaire à la surface, et c'est pile UR aussi. Et donc, on va ici remplacer par UR. Et puis, il nous reste DS. Alors, pour DS, attention, ici, on est en train de faire varier θ et φ. Alors, on sait que l'élément différentiel, la surface infinitésimale, elle s'écrit comment? Elle s'écrit R dθ. Alors ici, le petit r, c'est un grand R, puisqu'on a une distance grand R, donc R dθ, fois R sin θ dφ. Et il faut bien sûr, quand on fait ça, spécifier les bornes. Vous savez que θ varie de 0 à π, et alors que φ varie de 0 à 2π. Voilà, on est prêt à faire notre calcul. Alors, le truc qui est intéressant, c'est 1, ça va nous donner 1. Ça fait UR scalaire UR, c'est-à-dire le module au carré de UR, et le module de UR, il vaut 1, enfin la norme de UR. Et puis, surtout, on a du R là, on a du R là, on a du R là, et tout ça, ça se simplifie. Au final, on n'a pas de grand R dans l'expression. Donc je vais sortir ce qui est constant, j'ai du Q sur 4π epsilon 0. Il me reste une intégrale de 0 à π, qui est une intégrale sur θ, de sin θ. Et normalement, il reste dθ dφ. Bon, je l'écris. Et entre 0 et 2π de dφ. On voit qu'on a bien une fonction séparable ici, et que donc l'intégrale va pouvoir s'écrire Q sur 4π epsilon 0, l'intégrale de 0 à π sin θ dθ fois l'intégrale de 0 à 2π de dφ. Ça fait Q sur 4π epsilon 0 soit. Une primitive du sinus, c'est moins cosinus θ. Il va la prendre entre 0 et π. Et ça nous fait, comme d'habitude, un facteur 2. Parce que moins cos pi, c'est 1. Moins cos 0. Donc moins 1, ça fait plus 1. Et en tout, ça fait 2. Et de ce côté-là, c'est l'intégrale de phi, la primitive de 1, du 1 qui est implicitement ici, entre 0 et 2π. Donc ça fait 2π. Et on se retrouve avec une valeur de Q sur epsilon 0. Une remarque hyper importante, c'est que, attention, ça ne dépend pas de R, le résultat. Donc le flux ne dépend pas du R qu'on a choisi. C'est le même, quel que soit le rayon de la sphère sur laquelle on intègre.